Salut tout le monde, aujourd'hui on est de retour pour la première vidéo d'une série de trois qui vont paraître dans les 3 prochains jours. Puis c'est sur un domaine qui me passionne, c'est le repêchage de la Ligue nationale de hockey et les espoirs. D'habitude, je fais un petit top 32 que je mets sur Excel, puis je mets ça sur Twitter, j'interagis avec les gens. Aujourd'hui, j'ai décidé de le faire en vidéo aussi, avec des highlights là, si on veut. J'ai décidé de découper ça en 3 parties. Donc, la première partie, ça va être de 32 à 22. Puis demain, ça va être 21 à 11. Et ensuite de ça, il y aura mon top 10. Comme d'habitude, moi, je suis pas un recruteur. J'ai pas la prétention d'être un recruteur. Je fais ça vraiment pour le plaisir. Je regarde beaucoup de matchs dans l'année. Mais évidemment, c'est mon opinion à moi. Là. Donc, si vous avez des observations différentes, c'est tout à fait normal. Puis j'espère que justement qu'on va pouvoir échanger, puis on va pouvoir partager là-dessus après la vidéo, puis après les vidéos en fait pour se préparer pour le repêchage de la Ligue nationale. Donc je vous laisse tout de suite avec mon top 32, première partie. On commence le top 32 avec le défenseur russe Daniil Tchaïka. Je l'ai encore dans ma liste, mais il a fallu que je me parle beaucoup. Le Tchaïka que j'avais vu avec le Storm de Guelph dans la Ligue de l'Ontario en 2019-2020, puis au défi mondial junior A des moins de 19 ans en 2019, lui, il m'avait grandement impressionné. Une belle prestance en défensive, de belles habiletés offensives, bonne première passe, bonne mobilité, une capacité à manœuvrer avec la rondelle dans les espaces plus restreints. Mais celui que j'ai vu cette année, ça a semblé vraiment difficile pour lui, c'est ça. Il a baissé dans mes rangs à cause de ça. Dans la MHL, qui est la Ligue russe junior, je ne l'ai pas trouvé très dominant. Il n'a pas joué beaucoup de matchs. Dans la VHL, qui est un peu la Ligue américaine, si on veut, de la KHL, ça a été aussi très mi-figue, mi-raisin. Dans les 2 matchs de la KHL que j'ai vus, ça a aussi été difficile. Donc, c'est ça, il y avait beaucoup de choses qui me laissaient sur mon appétit dans son cas. Je trouvais qu'il avait montré de belles choses à la carrière à la COP contre des joueurs d'âge adulte quand même. Il a connu un championnat mondial junior très difficile. Puis il a même été laissé de côté. Donc ça lui a fait mal à mes yeux, mais aussi aux yeux de pas mal d'observateurs et probablement les recruteurs de la Ligue nationale. Néanmoins, je pense que faut faire un peu attention quand même dans son cas. Je trouve que c'est un défenseur qui a encore un bon potentiel, mais qui doit prendre le temps de se développer. Il n'a pas perdu sa mobilité, son travail en défensive, il a un bon bâton, il est capable d'aider le jeu en transition, il a un bon lancer frappé. Je pense simplement qu'il a perdu ses repères cette saison, puis c'est la raison pourquoi je l'ai 32e. Au 31e rang, c'est un joueur que j'ai déjà parlé sur la chaîne. C'est l'attaquant russe Fyodor Svechkov. Pendant la saison de la MHL, j'ai toujours aimé le jeu sur 200 pieds de Svechkov. Je le trouvais très stable dans ça. Puis, j'avais pas mes inquiétudes de ce côté-là, mais j'avais un peu d'inquiétude sur son potentiel offensif. Puis, c'est pas parce qu'il amassait pas de points. Il y avait un point par match, mais je le trouvais pas si impressionnant que ça dans ses habiletés individuelles. C'est pour ça que je le voyais un petit peu plus en mi-deuxième ronde, début deuxième ronde au début. Quand je l'ai vu dans la VHL, j'ai commencé à l'apprivoiser un petit peu plus, on dirait. Et c'est vraiment au U18 qu'il a pu grimper les échelons dans mon classement pour arriver jusque dans le top 32. C'est quand même rare qu'on voit un attaquant russe aussi soucieux, si on veut, dans les 3 zones. Je pense que son jeu est très mature pour un jeune de 18 ans. Je pense aussi que c'est un choix plutôt safe, si on veut, parce qu'il a les outils pour jouer dans la Ligue nationale un jour. Je pense qu'il crée des choses en attaque par sa ténacité, distribue bien la rondelle, il alimente bien ses coéquipiers. Je pense que c'est un gars qui comprend bien la game en tant que tel. Est-ce que j'aimerais qu'il soit un peu plus physique? C'est sûr. Est-ce que j'aimerais qu'il améliore son tir? Évidemment, mais je pense qu'il mérite vraiment qu'on s'attarde à lui en première ronde. Je suis peut-être un petit peu moins high que d'autres sur son cas, mais c'est sûr que c'est ça. Il me manquait peut-être un peu d'informations pour lui. Je ne pouvais pas le mettre plus haut que ça pour ma liste personnelle. Au 30e rang, c'est Tristan Broz, l'attaquant du Force de Fargo. Ceux avec qui je jase en privé savent que je voulais que Broz devienne un peu ma carte cachée du repêchage. Mais plus la saison avançait, plus ça n'a pas été long qu'il devenait de moins en moins caché. Donc, je voulais qu'il soit un peu exclusif à moi, mais malheureusement, je pense que là, tout le monde l'a sur son radar. Puis c'est tant mieux pour lui parce qu'il a développé une très belle chimie cette année avec ses compagnons de trio, Aaron Nuglen et Cody Mon.
Bonds. C'est deux joueurs qui sont arrivés un petit peu plus tard dans l'année. Puis je crois vraiment qu'on a pu voir l'étendue du talent de Braz, notamment en deuxième moitié de saison. C'est un gars qui est très dynamique, qui est rapide, surtout en échec avant. Mais il est un petit peu sneaky aussi. Tu le vois rôder près du filet. Il est là, puis là, tout à coup, tu te vires la tête, puis il est rendu ailleurs. Fait qu'il est capable de se faire oublier près du filet. Puis je pense que Braz, il a un bon tir, surtout un avantage numérique, mais je serais pas prêt à dire que c'est sa meilleure arme. Je pense que le fait qu'il possède de bonnes mains, qu'il soit créatif avec la rondelle, ça correspond un petit peu plus à ce qu'on peut s'attendre de lui comme possible joueur de la Ligue nationale. Il a pris une coche de plus dans son jeu en série parce que il a aidé le Force à se rendre jusqu'en finale de la Coupe Clark dans la USHL contre le Steel de Chicago. C'est un gars qui était présent quand ça comptait, puis ça, j'aime ça. Je le trouve un petit peu arrogant aussi. Tu le vois des fois jaser, passer des petits commentaires au banc adverse. Puis je peux pas dire que je déteste ça non plus. Mais Braz, il faut aussi se concentrer sur son jeu parce qu'il n'a pas été si solide que ça le long des bandes et défensivement. Mais ça reste un gars qui a de bonnes aptitudes à développer, puis c'est vraiment un choix que j'aimerais en fin de première ronde ou début deuxième ronde. Au 29e rang, j'ai le défenseur Stanislav Svozil de la République tchèque. Puis ça a été une saison un peu particulière pour Svozil cette année, tout comme Chayka dans le fond. Il y a eu ses moments dans la Ligue professionnelle tchèque, mais il a aussi appris à la dure là, comme un jeune de 18 ans avec les hommes. J'ai trouvé qu'il avait ressorti du lot pour la République tchèque pendant le championnat mondial de hockey junior grâce à ses lectures du jeu, sa mobilité et puis son sens du hockey en général. Mais ça a été plus difficile pour lui dans son âge, dans son groupe d'âge chez les moins de 18 ans. C'était un peu particulier de voir ça parce que quand tu vois un jeune arriver au championnat mondial de hockey junior puis avoir l'air à l'aise, tu t'attends à ce que chez les moins de 18 ans, disons, il soit beaucoup plus dominant que ça. Puis c'est pas ça qu'on a vu du tout. Je le sentais un peu plus désintéressé, on dirait. Il était moins alerte dans les trois zones, un peu moins capable d'appuyer l'attaque. De contrôler le jeu, je l'ai trouvé juste ordinaire, puis c'est correct. Il y a des choses à apprendre aussi, fait que c'est normal, mais je pense quand même que c'est un défenseur capable d'être utile dans les deux sens de la patinoire. Puis je trouve que Svozil est moins offensif que Chayka, mais j'aime mieux son jeu d'ensemble. Donc c'est la raison pourquoi je l'ai placé devant dans la liste côté défenseur au 29e rang. Au 28e rang, j'ai l'attaquant des Olympiques de Gatineau, Zachary Dean. Zachary Dean, je pense que c'est un gars qui a été assez bon cette année, même s'il y a eu parfois des petits moments un peu plus difficiles à l'attaque. Je trouvais que dans l'ensemble, il y a quand même, on le voyait. Quand on regardait les matchs, il était présent, il était là, il créait des choses à sa façon. C'est une boule d'énergie. Il est très rapide, agile. Il a de bonnes mains. Une chose que je trouve sous-estimée chez lui, puis que j'aime, c'est son travail le long des bandes, puis sa capacité à protéger la rondelle sur le cycling. Donc, quand il faut faire circuler la rondelle dans la zone adverse le long des bandes. Parce que c'est pas un gars qui a un si gros gabarit que ça, mais il y a un équilibre. On dirait que son centre d'attraction, son centre d'équilibre, il est un petit peu plus bas, donc c'est difficile de vraiment le bousculer puis le tasser de la rondelle. Donc ça, j'ai beaucoup aimé ça du côté de Dean. Puis en plus de ça, c'est un gars qui a un bon flair pour le filet. Il n'a pas peur d'aller au filet, puis il n'a pas peur d'aller dans les endroits où ça fait un petit peu plus mal. Moi, Dean, il me fait un peu penser à John Jason Peterka, qui a été repêché l'an dernier par les Sabres de Buffalo. C'est un gars, je pense, qui peut contribuer dans plusieurs situations. Puis tu peux le faire jouer un peu n'importe où dans ta formation. Puis je pense qu'il va être capable de contribuer sans nécessairement amener des points à tous les matchs. Là. Moi, ce qui m'inquiète un peu dans le cas de Dean, c'est son plafond dans la Ligue nationale. Est-ce que c'est un genre de gars qui va devenir un peu un Lekkonen, qui va ramasser 25-30 points? Puis là, je les compare pas tous les deux, mais Lekkonen, c'est un gars qui est travaillant, puis qui est capable d'amener un peu d'offensive de temps en temps, mais c'est pas lui qui va driver un trio, disons. Fait que c'est ça. Est-ce que Dean est plus un genre de Lekkonen, si on veut, un gars très utile malgré tout, ou est-ce qu'il est capable d'amener sa production un petit peu plus loin à 45 ou 50 points, disons?
Au numéro 27, c'est l'attaquant américain Dylan Duke. Puis je l'ai devant Dean parce que je trouve que les deux joueurs ont un peu de similarité, mais j'aime plus le côté offensif de Duke. C'est un peu un petit boulet de canon, là, si on veut. Il est souvent très près du filet. Il n'a pas peur d'être dans les endroits payants qui font mal. Tout comme Dean, là, qu'on vient de voir. Partout où il a passé depuis son arrivée dans les programmes américains, puis pendant les tournois internationaux, il trouvait le moyen de produire par ses habiletés, son éthique de travail. Il a le nez pour le filet, lui aussi. Ça en va se faire oublier un peu derrière les défenseurs. Puis il arrive soudainement, la rondelle est là, réussit à la mettre dans le filet. Donc c'est ça, c'est un gars qui est capable de compléter les jeux. Mais c'est un gars qui bloque les tirs aussi. Il s'implique physiquement, même si c'est pas le plus gros. Puis il est capable aussi d'être utilisé en désavantage numérique dans des missions plus défensives. Même si je pense pas que c'est le but premier dans son cas. Je pense que c'est un gars qui est capable plus de générer de l'attaque, mais qui peut faire le travail dans des missions un peu plus défensives. Donc, est-ce que ça peut être un genre de Brendan Gallagher? Encore une fois, je veux pas comparer avec des gars du Canadien, mais c'est ce qui éveille un peu plus les esprits ici au Québec. Donc, c'est un gars qui est capable d'aller au filet, qui est capable de déranger, si tu veux, les défenseurs, puis qui est capable de marquer des buts importants de temps en temps, tout en étant responsable défensif. Peut-être qu'on en est là avec Dylan Duke. Au 26e rang, j'ai le défenseur Shea Boehm. Il y a beaucoup de choses à aimer dans le cas de Boehm. Je pense que j'ai eu l'occasion de le voir cette année avec Shattuck St. Mary's en début de saison. Puis c'était, toutes les fois qu'il était sur la glace, ça semblait être un des meilleurs joueurs ou sinon le meilleur. Puis quand il est arrivé dans la USHL avec Sioux City, c'est là que j'ai pu voir vraiment à quel point il y avait quelque chose à gratter là, de sa domination avec St. Mary's. Parce que premièrement, là, ce qui est intéressant avec Boehm, c'est son gabarit. Puis c'est la façon qu'il se déplace pour son gabarit. Parce que c'est un gars qui a un bon coup de patin, puis il est capable d'utiliser son corps pour le jeu physique. Donc déjà là, c'est pas un gars qui va qui va se faire déborder ou qui va être lent en arrière de tout le monde. Et c'est pas un gars qui va être assez soft, là, si on veut, le long des bandes. Il va pas se gêner pour donner des bonnes mises en échec puis séparer les porteurs du disque de la rondelle. Donc c'est ça. Ça, c'est des atouts qui sont déjà très intéressants quand tu cherches à solidifier une défensive. Puis si tu ajoutes à ça, en plus, sa capacité à s'insérer dans les relances, sa capacité à repérer des coéquipiers en vitesse avec une bonne première passe. Puis en plus de ça, tu ajoutes qu'il est capable de faire de belles montées avec la rondelle parce qu'il a quand même des bonnes mains puis un bon lancer violent. Tu te ramasses avec un défenseur au potentiel très intéressant avec lequel travailler. Je pense qu'il y a évidemment des choses à améliorer dans son positionnement défensif, dans sa prise de décision en attaque. De temps en temps, c'est rien de très dramatique, mais c'est sûr que c'est pas un défenseur parfait, mais c'est un gars avec de belles bases, puis c'est quelque chose que quand tu cherches un gars avec un gros gabarit, avec un bon coup de patin, qui a déjà des aptitudes offensives, c'est toujours intéressant pour partir au moins le potentiel puis le travail à 18 ans. Là. Au 25e rang, j'ai l'attaquant du Steel de Chicago, Matthew Samoskevich. C'est bien parce que le Steel de Chicago, il y avait beaucoup de joueurs à surveiller cette année, fait qu'on n'en a pas manqué. Puis lui, ça en faisait partie, Samoskevich, parce que c'est un attaquant qui était quand même très spectaculaire pour cette équipe-là, qui comptait déjà beaucoup de bons joueurs spectaculaires. C'est un des gars qui était utilisé au centre, à l'aile, mais je sais pas à quel point il peut se développer au centre dans la Ligue nationale de hockey. C'est un joueur qui est capable de jouer dans les deux sens de la patinoire. Mais il est vraiment plus dangereux en zone offensive qu'en défensive, évidemment, de par sa créativité, surtout ses mains. Il a une très bonne vision. Donc, à l'attaque, ça devient un gars qui est très dangereux. Puis pendant la saison, il a joué en même temps que Matthew Coronado par moment. Lui aussi, il est admissible au prochain repêchage de la Ligue nationale. Fait qu'ils ont joué ensemble de temps en temps. Puis, il y avait quelque chose qui fonctionnait bien entre les deux. Samoskevich est un peu plus un passeur qu'un marqueur. Il joue un peu plus en périphérie que près du filet. Son tir est pas mauvais malgré tout. Là. Il est capable de déjouer les gardiens quand même de façon intéressante, de façon clean si on veut. Mais j'aimerais le voir un petit peu plus au filet, près de l'enclave, parce que c'est sûr qu'il serait capable d'aller chercher un peu plus de buts là, s'il était plus près du filet. Puis si on va le voir avec Coronado un peu plus loin, c'est lui, il marque des buts aussi parce qu'il est là justement. C'est
pas un joueur très physique, Samoskevich, puis il est pas très solide non plus le long des bandes, mais il se laisse pas imposer. Il est capable de tenir son bout et puis de protéger la rondelle. Mais tu sais, j'aimerais vraiment qu'il améliore ça, puis j'aimerais ça qu'il améliore aussi son patin avant d'arriver dans la Ligue nationale. Je pense pas que c'est un... Tu sais, il est pas lent, c'est pas un patineur mauvais, mais tu sais, il y a quelque chose à travailler dans ça. Je pense que ses foulées sont un peu... je sais pas, sont un peu larges, sont un peu bizarres. Pour un gars de ce gabarit-là, tu t'attendrais à ce qu'il soit un petit peu plus rapide. Donc, je le place 25e parce que je pense que le potentiel est là. Je pense qu'il y a assez de bonne qualité dans les deux sens pour attirer l'attention puis d'être un bon choix de première ronde pour une équipe, peut-être justement en fin de première ronde, qui va avoir le temps d'être un petit peu plus calme dans son développement puis prendre son temps pendant 2, 3, 4 ans. Au 24e rang, j'ai l'attaquant russe Nikita Chibrikov. Puis on est dans la section de la liste là, ça se joue pas à grand-chose. Ça m'a demandé beaucoup de réflexion de placer ces gars-là qui s'en viennent, puis ceux avant. J'ai Chibrikov 24e devant Samoskevich. Simplement par une question c'est du nitpicking un peu, si on veut. Je trouve que ce sont deux joueurs qui ont des qualités similaires parce que Chibrikov aussi, c'est un gars talentueux. Il est intense dans les deux sens. Mais lui aussi, je le trouve un peu soft, là, si on veut, par moment, un petit peu trop en périphérie aussi. Mais j'ai bien aimé ce que j'ai vu de lui dans la KHL. Puis c'est surprenant parce qu'il était un petit peu moins bon, je trouvais, dans le niveau plus bas, justement, la VHL, même s'il amassait plus de points. Fait que je trouvais que dans son jeu, il y avait quelque chose qui faisait en sorte que, tout en n'étant pas flashy, il était un petit peu plus efficace dans la KHL. Avec justement un niveau de jeu plus élevé puis des joueurs qui sont beaucoup plus talentueux que le niveau plus bas. Puis j'aime mieux le coup de patin de Chibrikov comparativement à celui de Samoskevich. Donc ça a fait aussi pencher la balance du côté du Russe. Puis je trouve qu'il a été efficace à la carrière de la Coupe. Il a connu un bon tournoi du 18. Donc en fin de première ronde, je pense qu'il y a les outils pour être un bon fabricant de jeu, peut-être du milieu, là, deuxième trio, troisième trio. Puis s'il peut développer son implication physique, ben il pourrait probablement solidifier peut-être une place sur un deuxième trio quand il va être au sommet de son art là, à 27, 28, 29 ans, disons là. Au 23e rang, j'ai l'attaquant Francesco Pinelli. Puis bon, ça, moi, je dois tout de suite l'avouer, Pinelli, j'ai pas vu beaucoup de matchs de lui cette année, malheureusement. Il a pas pu jouer dans la Ligue de l'Ontario parce qu'il n'y a pas eu de saison, tout simplement, là-bas. Donc, l'échantillon est faible. Puis, j'ai dû me fier vraiment à ce que j'avais vu par le passé et par le U18 qui a eu lieu il y a quelques mois. Donc, j'ai essayé de rendre justice, si on veut, à sa progression par rapport à ce que j'avais vu l'an dernier, mais en même temps, je voulais pas me laisser influencer par sa performance au tournoi du U18 parce qu'il a fait du bon travail. Donc, je me suis arrêté au 23e rang. Parce qu'il y a des choses que j'aimais de lui, puis je pense qu'il mérite d'être en première ronde. Puis ce que j'aime, ben c'est ça. Ce sont toutes les habiletés, là, si on veut, avec la rondelle. Puis lorsque c'est le temps d'aller en attaque, là. Il y a de très bonnes mains, un bon lancer, capable de transporter la rondelle d'un bout à l'autre, jusqu'en zone ennemie, beaucoup de vitesse. Puis il peut la protéger, il peut conserver la rondelle là, en faisant le tour un peu de la zone, si tu veux, en valsant autour de ses adversaires. Puis une vitesse, une très bonne vitesse, il est très agile en patin. Donc vraiment, ce côté-là offensif est très intéressant. Puis justement, ça vaut la peine d'exploiter ça quand tu repêches aussi en fin de première ronde, d'avoir un gars comme ça qui peut être explosif. C'est toujours intéressant. Donc, pour moi, c'est ça. Pour moi, ça, c'est un choix de première ronde à mes yeux, juste par toutes ces habiletés-là que j'ai mentionnées plus tôt. Ce que j'aime un peu moins, par exemple, c'est que j'ai l'impression parfois qu'il aime se regarder jouer un peu. Puis ce que je veux dire par ça, puis je le dis des fois un peu à la blague, c'est que tu commences à sortir de ton corps, si tu veux, puis là, tu te dis « Wow, ça, c'est donc spectaculaire », puis là, tu te mets à faire des choses qui sont un peu fancy, qui, au lieu de juste de donner la rondelle à un coéquipier qui est là, qui est en appui, qui est prêt à même te la redonner, peut-être. Donc, c'est ça, on dirait des fois qu'il y a ces joueurs-là qui commencent à aimer leur talent, puis ils oublient, dans le fond, qu'il y a d'autres joueurs qui sont avec eux. Puis sans nécessairement dire que Pinelli, c'est un mangeur de rondelles, là, c'est pas ça du tout, mais des fois, il y a des jeux qui auraient pu être plus simples, qui se compliquent la tâche parce qu'ils gardent la rondelle puis ils essaient de tricoter un peu dans la zone ennemie. Donc ça, c'est des choses que j'aimerais qu'ils travaillent, évidemment, parce que c'est ça, il n'y aura pas le temps de faire ce genre de manœuvre-là dans la Ligue nationale.
Parfois aussi, je trouve qu'il effectue un peu de mauvaise lecture en zone défensive, en repli. Tu sais, c'est un projet pour moi à développer, Pinelli. Puis c'est ça, je pense que c'est un gars que s'il se développe correctement, il pourrait vraiment aider un trio à l'attaque, un deuxième trio, premier trio peut-être. Ça serait quelque chose, un genre d'attaquant qui vient solidifier un trio offensif, qui devient un peu un genre de dynamo offensif sur un trio avec un joueur de centre qui est capable de faire le travail dans les deux zones, puis peut-être un marqueur ou un attaquant de puissance là, sur l'aile aussi avec. Je termine la vidéo avec l'attaquant québécois Xavier Bourgault au 22e rang. Puis c'est un attaquant qui n'a pas bougé beaucoup dans mon classement depuis plus d'un an. En fait, je l'ai toujours eu environ entre le 19e, le 20e, 21e rang, 22e rang. Alors c'était un peu mon baromètre, si on veut, là, dans la fin dizaine ou la début vingtaine. Puis cette année, ben je l'attendais, le Bourgault, parce qu'il avait très bien fini la saison l'an dernier avec les Cataractes de Shawinigan. Puis on savait que son trio avec Maverick Bourque et Olivier Nadeau allait faire des flamèches cette année. Puis ça a été le cas. Bourgault, c'est un gars que moi je trouve très complet. Il peut très bien distribuer la rondelle, la contrôler dans la zone. Il a un bon lancer. Il peut se positionner devant le filet aussi, puis déranger un peu la vue du gardien, même si c'est pas un gars de 6 pieds 4, 210 livres, 220 livres. Il suit bien le jeu, puis il travaille bien le long des bandes aussi. Donc ça, j'aime ça en récupération de rondelles pour aller un peu mettre de la pression sur les défenseurs. Puis parlant justement de son jeu défensif, ben il est capable de le faire. Il couvre bien son joueur. C'est un gars qui est très compétitif, puis que lui aussi peut être utilisé un peu à tous les trios et dans toutes les situations, un peu comme j'ai mentionné tantôt avec Zachary Dean. Mais je trouve que Bourgault, évidemment, je trouve qu'il y a un peu plus de talent, un peu plus d'upside offensif, là, si je peux utiliser l'anglicisme. Donc c'est ça, c'est les raisons pourquoi que moi je le vois en première ronde. Je le vois solidement en première ronde, donc pas un accident là, en 32e, 31e. Je pense que c'est un gars qui peut faire le travail. J'étais un petit peu plus high, si on veut, sur Bourque l'an dernier. Puis en comparant un peu le jeu de Bourgault cette saison, même si c'est une année un petit peu spéciale là, avec des positionnements un peu wild, là, les gars peuvent être un peu repêchés n'importe où. Je ne vais pas le monter plus que ça quand même parce que il y a encore des petites choses à améliorer. Puis j'ai encore mes petites réserves aussi sur son plafond offensif, notamment à cause de son coup de patin. Mais je pense que dans l'ensemble, c'est un joueur qui mérite d'être facilement dans la première ronde selon moi. Ouais, donc c'était les 11 premiers joueurs de ma liste de mon top 32. J'espère que vous avez peut-être pu découvrir certains joueurs, peut-être quelques petites surprises aussi. Peut-être des joueurs qui vont être là dans les prochaines vidéos ou qui seront pas là, on sait à voir. Donc, ben, restez à l'écoute, puis ça va venir demain pour la deuxième partie. Merci!